Et c'est pourquoi, évidemment, nous parlons de la personne, donc nous en parlons comme d'un objet, mais cette personne, c'est le sujet premier, et je le répète encore une fois, insaisissable de l'extérieur, et sans lequel il n'y a pas de liberté. En quoi ce sujet constitue-t-il mon identité? Parce que la question de l'identité est une question vertigineuse, et sur laquelle je ne peux évidemment pas m'étendre. C'est une question abyssale. Et cependant, si abyssale soit-elle, si vertigineuse soit-elle, cette identité est requise. Mais, parce que sinon je ne suis rien. Sinon je suis un agrégat. C'est évidemment à certains égards peut-être la position du bouddhisme. Je ne suis pas assez compétent pour trancher la question. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre ontologiquement. Et il y a donc une unité d'être. Mais cette unité, cette identité, je ne peux pas la saisir de l'extérieur. Je peux... Donc le je, si j'appelle, si j'identifie cette personne à la première personne d'une conjugaison, on parle toujours à la première personne de toute manière, n'est-ce pas? Si je l'identifie au je distinguerai le je du moi. Car le moi, c'est ce qui est à moi. Et ce qui est à moi n'est pas moi. C'est un avoir, ce n'est pas un être. Et donc, dans la mesure où le bouddhisme instituerait une critique radicale de l'illusion du moi, je suis d'accord. En ce sens, il a parfaitement raison. S'il s'agit d'une négation du je, donc de l'identité d'être, là j'avoue que je ne comprends plus. Et, bon, c'est une limite, hein, évidemment. Il reste que pour moi, donc cette personne, elle est présupposée, elle constitue le principe même de mon être, mais je ne peux pas la voir, je ne peux pas la saisir. De même que je ne peux pas voir le point où je suis et d'où je parle. Si l'on me dit que, par exemple, là je suis assis dans un fauteuil, n'est-ce pas? Bon, on me dira, mais si vous voulez voir le point d'où vous parlez, vous n'avez qu'à quitter ce fauteuil, vous levez et vous verrez le point d'où vous parlez. Ce n'est pas vrai, je ne verrai rien du tout, parce que je serai là, bas, et je ne serai plus ici. Et donc, le point d'où je suis est toujours un point aveugle, un punctum caecum, comme on dit en latin, n'est-ce pas? Un point aveugle. Je ne peux pas voir le point d'où je vois, à partir duquel je vois. Et donc ça, c'est ma situation optique. Elle est tout à fait corporelle, matérielle, visible, descriptible, n'est-ce pas? Il y a donc un point aveugle qui s'identifie à mon existence même.
Mon existence est quelque chose qui est présupposé, nécessairement, mais que je ne peux pas pénétrer, que je ne peux pas saisir. Il n'y a pas de jeu pour saisir le jeu, puisque c'est lui qui saisit. C'est lui qui est le point d'où partent toutes ces actions, ces désirs, ces regards, ses interventions, etc. Sa parole. Donc, c'est cela la personne. C'est donc un mystère. C'est réellement un mystère et en même temps, c'est une nécessité, c'est une exigence. En quoi ce mystère constitue-t-il mon identité? C'est-à-dire mon unicité. Je suis et je suis le seul à être ce jeu. Est-ce que je peux définir cette identité? Non. Est-ce que je peux dire en quoi elle consiste? Non. C'est impossible. Comme disent les logiciens, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence spécifique dernière, ultime. Quand je définis quelque chose, nous a enseigné Aristote, tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Je définis la chose selon le genre prochain et la différence spécifique. Par exemple, l'exemple ultra banal et classique, je veux définir l'homme. Alors je dis quel est le genre dont l'homme est le plus proche, ou auquel il appartient d'ailleurs, le genre auquel il appartient, c'est le genre animal. L'homme est un animal, c'est un mammifère, comme tous les mammifères, porteurs de mamelles, enfin, etc. Bon. Mais qu'est-ce qui différencie l'homme qui appartient au genre animal, comme le chat, le chien, le bœuf, enfin, etc. Qu'est-ce qui le différencie? Qu'est-ce qui le spécifie? C'est la présence en lui de la raison, ou encore, si l'on veut, de la parole, du langage, parce que c'est la même chose, n'est-ce pas? Bon. Et ça, c'est donc la différence spécifique, qui spécifie l'homme. Mais maintenant, si je veux définir cet homme d'une manière plus précise, je dirais, c'est un animal raisonnable. Je prends par exemple Socrate, n'est-ce pas? Je dirais, il est animal, il est raisonnable, ou parlant, comme on veut, n'est-ce pas? Et en grec, c'est à peu près le même mot, et le même adjectif. Et je dirais, ben, il est grec. Oui, mais donc il appartient au genre des Grecs, si vous voulez. Hein, mais parmi ces Grecs, d'abord avant les Grecs, il aurait fallu dire qu'il est masculin, n'est-ce pas? Bon, il se distingue de la femme. Bon, mais parmi le genre masculin, il est grec. Et parmi les Grecs, il vit à une telle époque. Et parmi ceux qui vivent à une telle époque, etc., etc. Je vais accumuler donc les différences qui le spécifient, lui. Est-ce qu'il y a une différence ultime? Est-ce que je peux la dire? Il y en a peut-être une, mais je ne peux pas la dire. Pourquoi? Je ne peux pas la concevoir. Pourquoi? Parce que tout concept est général, ou générique, enfin, disons général. C'est-à-dire commun. Tout nom est commun. Un nom qui est absolument propre, qui serait propre à un seul être, je ne pourrais pas le dire. Puisque si je le dis, il serait aussi propre à moi, évidemment, et à lui. Et donc il serait commun. Tout nom est commun. Tout nom est commun. Tout nom exprime une certaine communauté d'êtres. Donc ce qui identifie Socrate m'échappe. N'est-ce pas? À la fois cette identité est requise, elle est exigée, et en même temps, elle est inaccessible. Il n'y a pas de